Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai encore une maman, une invitée, qui est toute là, bien. Eh oui, elle est là. Bonjour Patricia. Bon, Patricia, vous êtes mon invitée du jour, d'accord? La première des questions que je vais vous poser, c'est de nous dire dans quelle région, quelle ville, quel département vous êtes. Et puis, si vous avez envie de nous dire la profession que vous avez, et après, je vous donne la parole, vous racontez votre histoire, et je vous poserai de temps en temps une petite question. OK? On y va? Entendu. Allez-y. Alors, je suis dans le département du 06, plus exactement dans la ville de Nice, où je suis professionnelle de santé. D'accord. Voilà. Donc, c'est important, parce que professionnel de santé et une maman qui vient raconter une misère, quand on est professionnel de santé. Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous tout. Alors, c'est quoi? Mon histoire est une histoire sordide d'enlèvement d'enfants sur un fond de violence conjugale. En fait, j'ai partagé ma vie avec un homme qui était violent, un pervers narcissique, qui lui-même est né d'une relation adultérine où effectivement il n'a pas eu les bons codes et pour évoluer en tant qu'enfant, adolescent et futur adulte. De cette relation est né un petit garçon donc que j'élève seul depuis sa naissance, puisque le père étant parti vivre dans un autre foyer avec une autre femme. Nous avons subi les violences ensemble, puisque déjà enceinte de 8 mois, cet homme m'a massacrée. J'ai été hospitalisée par 2 fois et in fine, ma grossesse a basculé en grossesse à risque et donc l'accouchement s'est fait dans des conditions vraiment compliquées et donc j'ai accompagné mon petit garçon seul puisque le père ne voulait pas être dans la vie de cet enfant. Il venait de façon sporadique, une fois par mois, une fois tous les 3 mois pour exercer ses violences puisqu'il avait gardé les clés et les passes qui lui permettaient d'accéder au logement. Et le jour où effectivement une énième violence physique avec strangulation et mon petit garçon avait 14 mois était livré à lui-même dans son bain, j'ai effectivement décidé de porter plainte pour la première fois pour violence conjugale. Et là, je suis rentrée dans une situation totalement chaotique puisque je n'étais ni entendue par la police, ni accompagnée par les associations. J'étais livrée à moi-même avec un bébé en bas âge et nous étions dans une situation de danger quotidienne. J'ai donc continué à déposer plainte au fur et à mesure de l'importance des violences et de l'acharnement que nous subissions. Donc nous étions clairement en danger de mort. En 2019, la police et le préfet du département ont décidé de se bouger. Donc là, nous avons été protégés pendant plus d'1 an. Donc j'étais détentrice du téléphone grave danger et mon agresseur a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été condamné. Il a été condamné à une peine, on va dire minime, puisqu'il a été condamné à une amende délictuelle, malgré la situation de danger et les nombreux ITT, les certificats médicaux attestant des hématomes, des ecchymoses, de toute la situation de violence conjugale. Et donc, mon petit garçon était témoin direct de ces violences-là.
il n'a jamais vécu avec son papa. Et son papa, ce faisant, à partir du moment où il a été condamné, j'ai commencé à subir cet acharnement où il a lancé 5 procédures de façon répétitive pour essayer de me retirer la garde de notre enfant, à s'acharner, à me tenter de me crédibiliser pardon, en tant que femme et en tant que mère. Sur une énième tentative de visite médiatisée, Charlie avait à peu près 4 ans et se refusait à rentrer. S'est confié à l'école sur ses peurs de ce père, sur les violences. Et dès lors, l'école a décidé de faire un signalement préoccupant sur les propos de l'enfant vis-à-vis de son père et la situation de violence intrafamiliale que nous vivions. Un juge a été saisi et à partir de là, j'ai été désignée comme étant une mauvaise mère, sans preuve, sans éléments factuels. Le mécanisme de la victime qui devient coupable, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, je voudrais poser une question, Patricia. La profession du papa, il a quoi comme profession? Il est mécanicien moto. Il travaille avec la police dans les motos ou pas du tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des liens avec les autorités? Non, vous savez pas? Je ne sais pas, je l'ignore. C'était c'est pour savoir, parce que des fois après, vous avez ce qu'on appelle le trafic d'influence. La preuve, c'est que si on vous met à charge, alors je sais bien que les services sociaux s'en privent pas, dès que vous essayez d'être protégé, c'est l'inverse qui se passe. Hein, c'est vous qui devenez coupable, c'est vous qui avez... Mais je vous laisse continuer votre histoire. Allez-y, continuez. Dès lors, les services sociaux sont venus au domicile. Ils ont commencé à me reprocher que mon enfant avait trop de jouets. Trop. C'est ridicule, ridicule. Ils sont rentrés dans ma chambre personnelle pour chercher s'il y avait des effets personnels de monsieur, de mon agresseur, ce qui était pour moi d'une violence inouïe. Il me posait des questions tendancieuses du type: est-ce qu'il vous arrive de crier, de crier très fort? Et en fait, cela fait écho au montage vidéo que mon agresseur avait effectué. En fait, il me menaçait de mort, de brûler ma voiture, de faire souffrir notre enfant. Et ensuite, il filmait mes réactions. Il faisait des montages, il filmait mes réactions et il disait: voyez, elle est folle. Elle est folle. Et donc, je suis tombée dans un cercle infernal où ils se sont acharnés à mettre en lien, en relation du moins, Charlie avec son père. Ce père dont l'image était totalement biaisée de par les violences qui ont duré quand même depuis sa naissance jusqu'à ses 4 ans. Et donc, comme il n'arrivait pas à parvenir à instaurer des visites pérennes, puisque Charlie se refusait d'entrer en contact avec ce père en expliquant qu'il ne voulait pas, que c'était un papa méchant et que pour lui, il ne le considérait plus comme un papa, au vu des actes. Non content de s'être fait du refus de l'enfant, il fallait qu'il trouve absolument une justification. Et donc, c'est la mère qui doit porter le chapeau. Donc, j'étais décriée comme étant la coupable. Plus gravement encore, lorsque en 2023, ce nouveau juge, donc Moussa, qui est arrivé dans le dossier de façon impromptue,
il a décidé que j'étais, coupable. Il a décidé que j'étais aliénante. Il a décidé que j'avais, le Munchausen, la maladie de Munchausen. Il a décidé que j'étais une mauvaise mère. Il a décidé que que j'avais le mythe de Médée. Il a même, confié aux travailleurs sociaux que, c'était sûr que j'avais le Munchausen puisque j'aimais tellement mon enfant que j'étais capable de lui faire du mal. Tout ceci ne repose en réalité sur, rien. Non, mais Aucun é ce qui est incroyable, c'est que lui, il est juge, il n'est pas médecin, d'accord? Absolument, Donc, absolument, ça veut dire qu'il prend des décisions d'un arbitrage médical alors qu'il est même pas médecin. Et vous, absolument, qui êtes dans le milieu médical, vous n'êtes pas capable de lui amener la contradiction de ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui colle pas quand même, franchement. Hein. C'est bien des manipulateurs, c'est des manipulateurs en fait. absolument. C'est-à-dire qu'en fait, n'a aucun élément médical qui viendrait attendre, ces théories. Mmh. Des pathologies qui ne sont même pas diagnostiquées. C'est lui-même qui pose un diagnostic, des diagnostics médicaux alors qu'il n'en a pas les compétences. Aucune expertise psychiatrique alors que je l'ai réclamé à corps et à cri. Effectivement, je suis arrivée la situation est arrivée à son paroxysme, c'est-à-dire que je leur disais, dites-moi si je suis folle, si je suis malade, entendu, faites-moi examiner par un psychiatre. Je suis prête à aller là où il faudra, effectivement, pour qu'on me dise, effectivement, si vos théories sont effectivement justes ou si on nage en plein délire. On me refusera cette expertise psychiatrique et on continue à me décrédibiliser en tant que mère. On séquestre toujours un enfant de 7 ans donc qui a été retiré sur le banc des écoles un 1er septembre avec 2 voitures de police, 8 policiers en tout. Ce calvaire a duré 4 heures. Mon fils était accroché à ma taille durant 4 heures. Et ils ont refusé de décaler ce placement, qui est en réalité un placement abusif, qui ne repose sur aucun élément qui viendrait attendre que cet enfant serait éventuellement en danger puisque en réalité, l'école font des attestations en disant que c'est un enfant heureux, qu'ils n'ont jamais rien constaté. Les, les professionnels qui suivent Charlie au centre de psychotrauma, effectivement, relatent les conséquences des violences conjugales sur l'enfant, mais que c'est un enfant qui est heureux, qui a une relation particulièrement épanouissante et heureuse avec sa maman. Et tout ça, on ne l'entend pas. Alors Plus tous les... justement, Patricia, ce que je voudrais que les gens comprennent, le placement de votre fils, il a été décidé à l'appui de quoi? De rapports des services sociaux, à Oui, l'appui ou des décisions simplement du juge sans rien autre? Est-ce qu'il y avait des documents ou des rapports des services sociaux qui vous accusaient avec de la tromperie ou pas? alors oui, les travailleurs sociaux ont effectué des rapports de façon frénétique avec des discours qui se contredisent en réalité. Un temps, ils écrivent dans le même rapport nous n'arrivons pas à rentrer en contact avec la mère ni l'enfant, nous sommes dans l'incapacité d'évaluer la relation et l'état, on va dire, de l'enfant. Et dans le même rapport, la phrase suivante, c'est l'enfant est en danger. Euh, D'accord, mais ça c'est. Alors ils parlent d'un danger, mais ils n'ont aucune preuve d'amener le danger en fait. Hein. Exactement. La relation Donc, mère-enfant est mais, dangereuse pour l'enfant. mais ça c'est la violation de l'article 375 du Code des procédures. Hein. Faut le savoir. Quand ils font une accusation, ils doivent amener la preuve du danger. Ils n'ont Autrement, l'enfant est placé abusivement. Donc exactement. pour l'instant, ce que vous avez la possibilité de faire par rapport au juge qui lui s'appuie uniquement sur les rapports sociaux, d'accord, c'est Mhm. de déclencher une procédure pour escroquerie à jugement. Oui, Ça s'appelle une escroquerie à jugement quand on n'amène pas les preuves de ce qu'on accuse dans des rapports
sociaux. OK? Je vous dis ça, mais c'est important de le noter. OK? Oui. Alors des plaintes évidemment ont été déposées contre les travailleurs sociaux, contre le président du département et les responsables, puisqu'ils ils ont co-signé et validé ces rapports qui, en réalité, ne reposent sur aucun élément factuel, et vous l'avez si justement dit. La problématique, c'est que ma plainte est bloquée. Rien n'avance, alors que j'amène les éléments factuels de ces rapports faux en écriture publique et effectivement pris au jugement. Ce qui s'est passé, c'est que ces travailleurs sociaux, nous les avons en réalité rencontrés que 2 fois. Le juge donc Moussa de Nice a déclenché une audience le 27 juillet, alors qu'il n'était territorialement pas compétent, puisque nous avions entre-temps déménagé au Muy, dans le Var, et nous lui avons demandé de se dessaisir au profit de la juridiction varoise, ce dont évidemment il a refusé, alors qu'effectivement la loi dit l'inverse. Donc, il a les éléments qu'il a avancés lors de cette audience, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que donc il n'a pas entendu Charlie. Hein. Nous étions absents à cette audience puisque nous n'étions pas dans le département. Il a avancé les éléments suivants, c'est que si la mère, et c'est écrit dans son jugement, puisque c'est sa motivation première, si la mère collabore avec les travailleurs sociaux, je me dessaisirai au profit de la juridiction varoise. Si elle refuse de rencontrer les travailleurs sociaux et de collaborer avec eux, je placerai l'enfant pour une durée de 1 an directement à l'ASE, directement en foyer. Donc, je décale mon délibéré au 31 août 2023 et je laisse ce temps pour que des rencontres se fassent. On n'est clairement pas dans une situation de danger, pour un enfant qui serait en danger, comme ils ont essayé de le faire croire par la suite. Donc, nous sommes c'est de l'abus de pouvoir, en fait. Absolument, absolument. Nous sommes exécutés pour évidemment pour le bien-être de Charlie. Nous avons rencontré le 31 juillet les 2 travailleurs sociaux, donc Santucci Camille et Pentaroca Sandrine, qui est entre parenthèses aussi adjointe à la mairie de la Turbie. Qui est vice-présidente du CCAS de la Turbie, ce qui est quand même un sacré conflit d'intérêts dans la situation. Et je me suis rendu compte qu'elle était la meilleure amie de l'avocate de mon agresseur. Et un jeu de séduction s'est installé entre les deux. Je m'explique. Le 31 juillet, donc, nous les rencontrons. Elle tente d'obliger Charlie à intégrer que la prochaine fois, il y aurait une visite médiatisée. Donc, Charlie la refuse. Il leur dit, pour moi, ce n'est pas mon papa. Je refuse de le rencontrer. Non contente d'utiliser la violence verbale à l'endroit de mon enfant, elles ont préparé, si vous voulez, l'entretien suivant qui s'est tenu le 4 août. Le 4 août, elles font rentrer mon fils seul face à son père et la première chose, le premier réflexe qu'elles ont, c'est de fouiller Charlie, de le fouiller en lui disant « t'as pas un téléphone sur toi ?» Donc il dit non. Malheureusement pour elle, j'avais placé un mouchard sur Charlie dans le but exclusif de m'assurer qu'effectivement il ne serait pas malmené, maltraité et il ne subirait rien lors de cette rencontre. Donc là, j'ai été stupéfaite d'écouter l'enregistrement. Donc ça débute très fort. Donc cette fameuse Madame Roca, qui est éducatrice spécialisée, lance le tempo en tapant sur la table, en disant sur un ton extrêmement menaçant à Charlie, ce qui se dit ici, reste ici.
Est-ce que tu as compris? Et tout le monde surenchère, y compris le père, en disant que rien ne doit sortir de cette salle, et le seul moment où Charlie s'exprime, il est, réduit au silence. C'est-à-dire qu'on lui dit, «Tais-toi, on t'a pas demandé de parler». Patricia, cet enregistrement-là, vous l'avez? Je l'ai, il est collationné par huissier de justice et il fait, partie, des preuves à charge contre ces personnes. C'est très important, Très, très d'accord? important. Mais plus grave encore, elle, tente de me décrédibiliser, et d'intimider, Charlie et lui faire peur et de contrôler sa parole. C'est-à-dire qu'elles enchaînent, elle tente de faire culpabiliser Charlie en lui disant: «Tu as déjà perdu 7 ans de vie, 7 ans que tu n'as pas partagé avec ton papa et ton papa, il lui reste plus beaucoup à vivre». Elle recommence à taper sur la table et en lui disant, «Tout ce qui se dit ici, reste ici, parce que nous, on est soumis au secret professionnel». Tu sais ce que c'est le secret professionnel? Et donc Charlie, elle ne répond pas. Alors, plus grave encore, Charlie est totalement crispé. Il, a focalisé son attention, sur, l'éducatrice et l'assistante sociale, pour ne pas regarder son père. Et là, au lieu de sortir l'enfant et d'essayer d'échanger avec lui et de le rassurer, donc Roca Sandrine, s'adresse à Charlie en lui disant: «Qu'est-ce qu'il y a? Je vois à travers tes lunettes que tu regardes mon soutien-gorge. Tourne ta tête. Allez, Non, regarde non, papa. Si, putain, si, mais elle a osé regarde, dire ça? Elle a oui, oui, osé dire ça? oui, Elle est oui. cinglée cette femme-là. Tourne ta tête, regarde papa». Et Charlie se refuse. Alors elle surenchère en lui disant, «Qu'est-ce qu'il y a? Tu es amoureux de moi? Allez, tourne ta tête, regarde papa». Mais pas sur le même ton que j'ai, hein, sur un ton, plus rythmé, Autoritaire. on a l'impression d'être, j'avais l'impression que mon fils était gardé à vue, véritablement. Un enfant de 7 ans, démuni, dont on a écarté la maman, juste pour pouvoir s'acharner sur lui. Et donc là, on lui dit, «Bon, la prochaine fois, tu vas aller passer 2-3 heures tout seul avec ton papa, en guise de visite médiatisée. Nous, on s'occupe de ta maman». Donc Charlie ne répond pas. «Bon, qu'est-ce que tu en penses?» Charlie dit: «Non». En fait, «Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas voir ton papa?» «Ben non, en fait, je veux pas, je veux rester avec ma maman, en fait. J'ai pas envie». Et là, on continue, on tape sur la table, on lui dit: «Bon, qu'est-ce que tu vas lui dire à ta maman? Parce qu'elle est dehors, elle va te demander comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu vas lui répondre?» Et Charlie répond: «Bah, je ne sais pas, je ne sais pas». Et puis à un moment donné, il est tellement, on lui pose tellement de questions, elles sont tellement rythmées, qu'à un moment donné, il dit, «Arrêtez de me poser des questions, je sais pas. Posez des questions à ma maman, moi je ne saurais pas vous répondre». Et elles vont, jusqu'à, heu, elles vont, donc madame Roca Penta, Sandrine, je dis bien son nom, va jusqu'à dire à mon fils: «Je pourrais être la fiancée de ton papa. Par contre, avec moi, tu vas filer droit». Alors qu'elle le rencontre pour la première fois et que c'est censé être des visites médiatisées. Elle, surenchère, en faisant un jeu de séduction avec le père, en lui disant: «Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Quelles sont vos sorties? Quel est votre plat préféré?» Et puis, d'une voix, équivoque, elle dit, «Est-ce que, vous pouvez faire de la magie avec nous? Moi, j'aimerais, manger une glace avec beaucoup de chantilly». Voilà. Et la seconde Non, dit, oui, oui. ah putain, Et la seconde dit: «Moi, j'aimerais, un voyage en Turquie». putain, Voilà. mais c'est du chantage, en fait. Absolument, absolument. Je pense qu'il y avait, Mais lorsque j'ai tout ça, c'est enregistré, on est d'accord? tout ça, c'est enregistré et Et c'est déposé chez un huissier, c'est ça? collationné par huissier de justice. C'est actuellement
entre les mains de Damien Martinelli, qui est procureur de la République. On est le 7 avril, ça fera 3 mois pardon, qu'il a cette plainte avec toutes ses preuves entre les mains et qu'il ne bouge pas. Rien. Alors, ce qu'on fera, ça va pas être compliqué, d'accord? Comme la vidéo, elle va être publique, il faudra me donner l'email du parquet de Nice, le procureur, d'accord? Et je lui enverrai le témoignage d'aujourd'hui, d'accord? Pour bien lui dire qu'on lui rappelle qu'il a un dossier dans les mains et qu'il a intérêt à continuer son travail. Oui. Plus grave encore, je n'ai pas eu le temps de fournir ni d'expliquer au juge Moussa ces éléments-là, puisqu'il a décidé de placer Charlie au 31 août au mépris du contradictoire, c'est-à-dire que nous n'avons pas été entendus à une audience préalablement, ni Charlie ni moi-même, pour que je puisse lui soumettre ce qui s'est réellement passé. Parce qu'ils ont, lors de ce qui est grave, c'est que lors de cette visite médiatisée, qui était normalement une rencontre père-fils, alors que Charlie ne connaissait pas ce père et qu'il n'a jamais vécu avec lui, au lieu justement d'essayer d'amener quelque chose de positif à cela, ils ont fait sombrer encore un peu plus la situation en tenant ces propos-là. Alors qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils décrivent dans leur rapport un enfant joyeux qui est heureux de rencontrer son père et ça s'est tellement bien passé que l'enfant réclame de nouveau son père. Or, lorsqu'il est sorti de la visite, il a vu sa mère et il a dit à sa mère « non, ça ne s'est pas bien passé ». Et là, on note une ambivalence chez l'enfant qui nous inquiète. Et là, le conflit de loyauté est à son paroxysme. Voilà ce qu'ils notent dans leur rapport, ne sachant pas que tout ça a été enregistré. Voilà, ça c'est important que ça soit enregistré. La preuve, parce que Moussa, c'est le juge tribunal des enfants. C'est le tribunal des enfants. Absolument. Donc ça veut dire qu'il écrit des faux en écriture. Public. Il fait des faux en écriture. Authentique, absolument. Par rapport aux enregistrements qui sont faits entre ce qu'il écrit, ce qu'il dit et la réalité des choses qui sont enregistrées. Absolument, absolument. Une plainte est actuellement en cours au doyen des juges d'instruction contre ce juge pour tous les faux authentiques qu'il a rédigés pour aboutir au placement abusif de Charlie. La doyenne des juges, Chantal Russo de Nice, n'a pas bougé. Je n'ai aucun retour. J'ai beau écrire, relancer, redemander qu'on me nomme un juge d'instruction avec lequel je puisse communiquer. Il ne se passe rien. C'est le blocage absolu. C'est ce qui est plus grave encore. Si on avait placé mon enfant et qu'il serait heureux, épanoui, qu'il aurait eu une continuité de vie tel qu'il l'a eu depuis sa naissance jusqu'à ce jour, effectivement, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner. Ce qui est très grave, c'est qu'ils m'ont accusé de kidnapping. Alors, ils ont écrit également dans leur rapport que je serais allée telle une furie à l'école de mon fils en disant « Attention, je suis là, je kidnappe Charlie, donnez-le-moi, je vais aller le kidnapper pour partir à l'étranger. » D'une part, je suis française, je suis établie dans la région, je suis native, je suis cannoise initialement, donc j'ai toujours vécu ici, mes attaches sont ici et j'y travaille et je n'ai jamais donné une quelconque tentative de kidnapping. Et de fait, l'école a fait une attestation officielle en disant que je n'ai jamais tenu ces propos. Bon, le juge Moussa donc a lancé une interdiction de sortie de territoire sans aucun élément probant sur, encore une fois de plus, les dires et les écrits des travailleurs sociaux. Dans l'absolu,
c'est bien qu'on nous prive de notre liberté, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que Charlie a été placé dans un foyer. C'était le plus jeune enfant, donc âgé de 7 ans, pendant plus de 4 mois avec des adolescents jusqu'à 17 ans ayant des troubles de la conduite, des pathologies psychiatriques. Donc Charlie a assisté quotidiennement durant plus de 4 mois à des rixes, à des adolescents en mal-être profond qui se tailladent les veines, qui saccagent le foyer. Charlie a subi un viol d'un adolescent de 15 ans qui lui a introduit un objet métallique dans les fesses. Personne n'a bougé. Ils ont essayé à tout prix de cacher le viol. Lorsque j'ai su ce qui se passait, puisque j'ai été alertée non pas par l'ASE qui a bien caché les faits. Lorsque j'ai été alertée, donc j'ai contacté la police, les pompiers. Mon fils a été extrait non sans mal un soir du 12 octobre. Il a été hospitalisé et les responsables de l'ASE ont contacté directement l'hôpital pour enfants pour renvoyer Charlie dès le lendemain au foyer en me traitant de folle, que j'aurais inventé tous ces faits. Sauf que Charlie, dans l'intervalle, lorsqu'il a été hospitalisé, il a contacté 3 fois le 119 et il a raconté son histoire, ce qu'il y vivait, le fait qu'il était réduit à un état incurique, déscolarisé pendant plus de 4 mois pour pas que son école fasse des signalements ni alerte sur les conditions de détention, parce que c'est véritablement des conditions de détention. Ils sont rationnés en termes d'alimentation. Donc, toutes les semaines, j'allais au commissariat et je mendiais véritablement. J'attendais 5 heures, 6 heures, assise sur une chaise en métal pour pouvoir transmettre un sac de vêtements, un sac de nourriture, des livres, des jouets à mon enfant. Et ce calvaire a duré plus de 4 mois. Il dure d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai reçu des vidéos, des photos, des conditions de détention qui sont totalement folles. Vous avez des adolescents de 15 à 17 ans qui fument de la drogue à l'intérieur même de ce foyer, qui s'alcoolisent et ensuite saccagent le foyer, balancent de l'huile d'olive, balancent des livres. J'ai vu des photos, des vidéos absolument abominables que je détiens. Des vidéos où mon fils se fait frapper par des plus grands, il n'y a personne, il n'y a pas d'adultes, et pendant des temps interminables, ils sont livrés à eux-mêmes. Patricia, on peut avoir le nom du foyer ou pas? Oui, c'est le foyer Virginie au 56 avenue Brancolard, pour lesquels il y a déjà à Nice. C'est un foyer dit d'urgence pour lequel il y a eu déjà des articles qui mentionnent les maltraitances que les enfants subissent, des plaintes qui effectivement c'est une omerta totale. Et là, outre le viol, j'apprends qu'il y a un veilleur de nuit qui est alcoolique depuis 20 ans, qui est poursuivi pour agression sur mineur, mais je ne sais pas exactement quoi, qui travaille la nuit là-bas, qui n'est même pas éducateur, c'est un veilleur de nuit, et qui s'alcoolise sur les lieux où on est censé protéger ces enfants. Et en fait, personne ne l'a arrêté, malgré le fait qu'il a un signalement ARS de quand même professionnels qui l'accompagnent et qui alertent sur le fait que cet homme est un danger pour lui-même et un danger pour autrui. Cet homme a été quand même capable de s'attaquer à une jeune femme à l'arme blanche sous l'emprise de l'alcool, alors qu'il s'alcoolise sur son lieu de travail et que personne ne dit rien. C'est dramatique. Également un signalement parquet depuis des mois qui est
dont on n'a aucune suite, aucune nouvelle, aucune information. Et à l'heure où je vous parle, ce veilleur de nuit fait toujours partie de l'effectif de l'ASE, ce qui est dramatique. Donc, Charlie a des conditions de détention qui sont abominables. Il n'est absolument pas protégé, au même titre que les autres enfants. Donc là, il se retrouve dans un univers dans lequel il n'a jamais été confronté à la violence, au viol, aux agressions, à la maltraitance. J'ai des photos, des vidéos de Charlie qui est de 7 h du matin jusque parfois 22 h 30, lobotomisé devant la télévision, avec le même pyjama, avec les mêmes chaussons. Donc, et là, on appelle ça la protection de l'enfance. Lorsque je suis allée au commissariat à la demande d'une écoutante du 119 qui a recueilli par 3 fois le vécu de Charlie, le viol, les traumatismes, ces signalements sont en réalité, ils sont atterris à la crypte, qui est elle-même sous la responsabilité du président du département, qui lui-même gère le jeu. Et en réalité, ces signalements n'ont jamais fait l'objet de suite, ni d'enquête, ni quoi que ce soit. J'ai porté plainte à la demande de cette écoutante qui m'a justement dit que c'était très important et qu'il fallait que je le fasse pour protéger mon enfant. Je me suis littéralement débattue pendant 7 heures au commissariat de police nationale de Nice, car l'OPJ a considéré, après une conversation téléphonique avec une responsable de l'ASE, que ce n'était pas nécessaire que je portais plainte. Oui, bien sûr, mais je me doute bien qu'ils essaient de se défendre, hein, qu'ils essayent d'empêcher les plaintes. Hein. C'était un combat, un acharnement. Je suis restée dans ce commissariat durant 7 heures. Et effectivement, j'ai trouvé un texte de loi sur Internet et je leur ai dit qu'au regard de ce texte de loi, je ne quitterai pas les lieux tant que je n'aurai pas pu déposer cette plainte. Tout est un combat. Tout est un épuisement de chaque instant. J'ai réussi, non sans mal, à déposer cette plainte qui est restée pendant des mois au fond d'un tiroir ou sur un bureau, que sais-je. En tous les cas, aucune investigation. Lorsque un signalement de la part d'une association pour enfants est arrivé sur le bureau de de Martinelli Damien, qui est l'actuel procureur de Nice, 4 jours après, la sanction ne s'est pas fait attendre. C'est-à-dire qu'on l'ASE a déplacé mon fils dans un autre foyer, placé sous secret, sans même l'autorisation d'un juge. Et là, je ne pouvais plus avoir mon fils au téléphone. Ça a été la sanction immédiate. Au bout de 4 jours... C'est vraiment de l'abus de droit, en fait. Franchement, c'est abus de droit. Au bout de 4 jours, donc Poupard, Franck et Belgoder, donc d'autres travailleurs sociaux qui ont pris le relais dans ce dossier, m'appellent et me disent voilà, on a joué, c'est le jeu, on a perdu cette fois, mais le juge refuse que l'enfant soit placé sous secret. Parce que dans l'intervalle, j'ai fait une requête à ce juge Moussa en lui disant qu'il était responsable de ce viol, responsable de ces agressions, et que placer Charlie sous secret, ça allait être encore pire que ce que sa situation est actuellement. Donc, il a refusé de placer Charlie sous secret. En revanche, quasiment tous les mois et demi à peu près, je perdais mes droits parentaux. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé la délégation partielle de l'autorité parentale pour tout ce qui est scolaire, l'inscription, parce qu'il voulait absolument l'inscrire dans une école publique, alors que son école se proposait de lui envoyer une navette privée pour effectuer les trajets.
et il est resté plus de 4 mois déscolarisé pour être aujourd'hui scolarisé dans une école de cité où la violence règne jusqu'à la direction de cette école, et Charlie y subit des agressions sexuelles dans la classe par un autre enfant. Et là, j'ai dû encore retourner, cette fois en gendarmerie, pour déposer plainte pour ces faits. Rien ne bouge. J'ai recontacté cette, doyenne des juges d'instruction qui a toutes mes plaintes sur son bureau, notamment, crime, séquestration et viol, et ça ne bouge pas. Depuis le 24 novembre 2023, ça ne bouge pas. Je lui demande de prendre des mesures provisoires, de retirer Charlie de cette école, de le remettre dans sa précédente école pour le préserver, pour que ces faits ne se reproduisent pas. Je n'ai aucun retour, je n'ai aucune réponse. Donc là, la MSD de Nice-Sessol continue à essayer de me faire passer pour folle, pour aliénante, pour Munchausen et que sais-je, pour d'autres maladies. En fait, tout ce qui les dérange aujourd'hui, c'est que j'ai enregistré tous les entretiens que j'ai eus avec eux. D'accord. Alors, Patricia, si un jour tu as envie que je te fasse un montage vidéo de tous tes témoignages, de tous tes audios, pour que tu puisses faire circuler ça, je suis capable de te faire un montage rien que pour toi, pour que tu puisses l'utiliser. D'accord? Hein? Volontiers. Parce que lorsque j'ai Charlie au téléphone dans ce foyer qui me dit qu'il veut se tuer, qu'il veut se suicider à 7 ans, qu'il se fait frapper, qu'il perd beaucoup de sang, que les adultes ne sont pas là. Ils fument des cigarettes, ils sont sur leur téléphone ou dans leur bureau, qu'ils sont seuls. J'envoie cela au premier président de la Cour d'appel de Aix-en-Provence pour demander la suspension de cette mesure qui est trop excessive pour Charlie. J'ai eu une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que pour eux, ce ne sont pas des éléments suffisamment graves pour caractériser le caractère, pour caractériser ce placement qui serait de nature à compromettre l'état de santé physique et psychique de Charlie. Voilà la réponse que j'ai obtenue. Ça a été encore plus violent puisque la Cour d'appel de Aix-en-Provence, je peux donner les noms puisque j'ai également porté plainte contre Laurent Sebag, Guyon et Evelyne, je crois, qui est aussi les juges qui ont donc maintenu le placement de Charlie au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ont conclu, alors ça c'est encore plus dramatique, à des pathologies qui n'existent pas. C'est-à-dire que je serais une mère donc aliénante, j'effectuerai de l'inceste psychique sur mon enfant, je ferai de l'infanticide du psyché, enfin des termes qui n'existent médicalement. Ils inventent pour pouvoir justifier, c'est incroyable ça. Exactement, pour légitimer et soutenir le juge de Nice et son jugement qui est totalement abusif, qui, je le rappelle, ne repose juste que sur les écrits des travailleurs sociaux, dont aujourd'hui j'ai les preuves que ces écrits, ce sont des faux en écriture publique, mais personne ne bouge dans cette situation et personne ne s'inquiète de la situation dramatique, Charlie, puisque Charlie a été entendu le 19 février 2024, bizarrement, la plainte que j'ai déposée pour viol est remontée à la surface et a été confiée à la gendarmerie de la Trinité, dont je salue véritablement le professionnalisme, puisqu'ils ont reçu la plainte le 13 février 2024. Le 19 février 2024, Charlie était auditionné, donc en audition Mélanie, à la gendarmerie de Cagnes-sur-Mer, où ils ont été extrêmement professionnels, et donc ils ont entendu Charlie.
Ils ont entendu Charlie, ils l'ont filmé, ils l'ont enregistré et il s'est exprimé sur ses conditions de détention, sur le viol qu'il a subi de cet adolescent de 15 ans. Effectivement, ils m'ont confirmé que parfois ils avaient des enfants qui mentaient et ils arrivaient effectivement lors de l'audition à reconnaître les enfants qui mentent. Là, en l'occurrence, ils n'ont eu aucune difficulté avec Charlie. Son discours était fluide, n'était pas préparé, n'était pas conditionné et que ça s'est extrêmement bien Ouais. passé. C'est très important ça, Patricia, très important. Il a été, de plus, il a été entendu dans le cadre d'une expertise psychologique, ce qui est la suite a priori de cette audition. Alors, j'en ai été effarée puisque je ne reçois plus aucune information de la MSD de Nice-Cessol. Je suis blacklistée puisque j'ai osé déposer plainte contre eux pour faux en écriture publique et escroquerie au jugement et donner les enregistrements collationnés par huissier. Donc pour eux, ce qui est plus grave, le plus grave pour eux, c'est que j'enregistre. Ce ne sont pas les conséquences de la gravité de leurs actes et les conséquences sur un enfant de 7 ans totalement démuni. Non, c'est le fait que j'ai enregistré. Voilà. Mais ça, ils pourront rien faire parce qu'il y a un enregistrement. Quand il sert la justice, ils peuvent pas l'enlever et ils peuvent pas attaquer une personne qui utilise des enregistrements pour pouvoir prouver des choses. Oui. Et donc Charlie a été entendu par ce psychologue expert qu'il va au bout de son analyse et c'est totalement effroyable. Les conditions de détention de Charlie aujourd'hui, elles sont tellement abominables que le psychologue expert conclut à ce que ces conditions de détention ont des répercussions encore plus graves que le viol sur Charlie. Donc ça vous donne un petit peu une vision de l'atrocité de ce que Charlie vit actuellement. Et il n'est pas le seul petit garçon le seul enfant qui subit malheureusement un placement abusif sur Nice. Malheureusement, j'étais en contact avec d'autres mamans qui le subissent également et qui n'ont aucun moyen de faire entendre leur voix et de protéger leur enfant, en fait. C'est ça qu'on nous reproche. En tant que maman, c'est de vouloir protéger nos enfants et on se retrouve totalement dans un... Patricia, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres mamans qui sont victimes comme vous ou pas? Oui, absolument, absolument. C'est très important. Et ça m'atteint tellement. J'entends des enregistrements, j'entends et je constate que ça ne va pas du tout. Ce qui se passe, ça ne va pas du tout. Nous ne sommes pas dans la protection de l'enfance. Nous sommes dans quelque chose de totalement parallèle, de pervers, de destruction de l'enfant. Voilà dans quoi nous sommes. Au mépris des lois, au mépris de la protection de l'enfance. Alors on nous prône cette phrase, mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est totalement l'inverse. Alors, l'avant-dernière ordonnance qui a été rendue pour me retirer encore un peu plus mes droits, c'est que Belgodère et Poupart ont écrit encore une demande pour me retirer mes droits à ce juge Moussa en demandant à ce que je n'ai plus de contact téléphonique avec mon enfant, puisque lorsque je l'ai au téléphone, le conflit de loyauté est à son paroxysme et que Charlie est ma victime et qu'il insulterait des éducateurs. Donc les éducateurs ont été totalement effarés de ce discours-là. Et en réalité, lorsqu'ils m'ont reçu lors de leur entretien pour me dire on va demander à ce que vous n'ayez plus aucun contact avec votre enfant. Et alors là, j'étais totalement ébahie. Et oui,
puisque leur phrase, ça a été: eh oui, puisque vous vous servez de ce que votre enfant vous dit par téléphone pour alimenter vos procédures, on arrête là, on coupe tout. Là aussi, cet enregistrement est collationné par huissier, ça fait partie également de mes plaintes. Oui. Mais Monsieur Martinelli ne bouge pas. Il a eu. Mais il va finir par bouger. Moi, je vous le dis, il va finir par bouger. Il a eu entre ses mains la semaine dernière un rapport du gendarme qui justement fait état de violences, d'agressions sexuelles à l'école. Donc ça vient s'ajouter à ce que Charlie subit depuis le départ. Pour autant, rien ne bouge. Donc, nous avons, avec mes conseils et moi-même, décidé de demander au juge Sofiane Alexandre Moussa de se dessaisir du dossier, puisqu'il n'avait plus l'impartialité pour juger de cette situation et de protéger Charlie, puisque là, il est clairement responsable de ce que Charlie subit depuis le 1er septembre 2023. Il a refusé de se saisir en prétextant qu'il ne choisissait pas ses dossiers et qu'il ne savait pas comment se dessaisir. Donc, nous avons saisi la Cour, le premier président de la Cour d'appel de Aix-en-Provence, Monsieur Le Breton, pour qu'il récuse ce juge et qu'il nomme un autre juge, fait totalement schizophrénique. Une de mes avocates reçoit un appel d'un magistrat qui dit « Ok, nous allons le récuser ce juge et nous allons vous donner une date d'audience en urgence ». Nous attendons une semaine plus tard, nous recevons un rejet de récusation qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de conflit d'intérêts et que le conflit est artificiel, alors que ce juge, il y a actuellement une plainte contre lui pour crime, détention arbitraire et faux authentique sur jugement. Donc, il conserve le dossier et aujourd'hui, il refuse de nous donner une date d'audience puisque aujourd'hui, nous n'avons pas d'audience alors que nous réclamons à corps et à cri une date d'audience en urgence pour faire sortir Charlie de là. Parce que plus on avance et plus la situation de Charlie se dégrade. C'est-à-dire qu'on lui a même retiré son suivi thérapeutique. Il était suivi au centre de psychotrauma de Nice, EMDR de Nice, et à la demande du père, ils ne l'ont plus accompagné. Tout simplement parce que ce centre fait des comptes rendus de suivi de Charlie qui ne plaisent pas, qui dérangent. En fait, en simple, vous êtes victime d'une collusion, d'accord? C'est de la collusion. Tout ce que vous vivez, les ententes entre eux, les copinages, d'accord? Ça s'appelle de la collusion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, j'espère simplement que une partie de votre dossier, une partie, d'accord, va être reprise par le procureur, parce que vu les pièces que vous avez communiquées, c'est au procureur de prendre la main, d'accord, et non pas de faire semblant de consulter un dossier. Donc, en tout cas, moi, je trouve que votre témoignage, il a priori beaucoup de pièces, d'accord, beaucoup de documents qui attestent ce que vous dites. Oui. Et en tout état de cause, ceux qui vous traiteraient éventuellement de folle, quand on vous entend, on est loin d'avoir discuté avec une folle, hein? Non, vous trouvez pas? Hein? En fait, ce qu'on me reproche, c'est d'être trop présente dans la vie de mon enfant. C'est-à-dire que j'ai l'impression, lorsque j'entends le discours des uns et des autres, c'est qu'on veut m'éradiquer de la vie de mon enfant. D'ailleurs, Monsieur Poupard-Franck, qui est éducateur spécialisé, est allé jusqu'à me dire, lors d'un entretien, textuellement, hein, les phrases suivantes, c'est que oh, il adopterait bien mon fils, mais Charlie ne peut pas blairer sa gueule. Ça a été ces mots, ces phrases. J'ai été doublement choquée par ces personnes-là qui sont
oscille entre menace et agressivité, c'est-à-dire que quand vous êtes en entretien avec ces gens-là, il n'y a aucun doute sur leurs intentions, c'est-à-dire qu'ils veulent vous réduire à néant. Et lorsque vous leur opposez leurs écritures, lorsque vous opposez le mal-être de Charlie, en l'occurrence, les violences, les maltraitances et le viol, ils vous rient au nez, ils vous disent que c'est ça. C'est ça. Le placement en foyer, c'est ça. En tout cas, votre témoignage, il est précieux parce qu'on va arriver au terme de notre entretien d'aujourd'hui, d'accord? Même si on aura peut-être l'occasion d'avoir un autre rendez-vous plus tard, hein, bien entendu, ça peut arriver. Mais en finalité de comment dirais-je, de cet entretien, de ce témoignage qui pour moi a de l'importance parce que vous avez a priori beaucoup de documents ou beaucoup de preuves qui attestent de la malversation, de la mauvaise foi, des mensonges, de la complicité, de la collusion. Quel serait le mot de la fin? Si vous aviez un mot de la fin de notre entretien d'aujourd'hui à faire, ce serait quoi? Ça serait sauver nos enfants. Le mot le plus précieux, en fait. Ouais. Sauver nos enfants. Parce que ce qui se passe dans cet endroit, ce qui se passe dans ces foyers, c'est abominable. Ça ne se passe, je pense, pas du tout dans les prisons pour adultes, véritablement. C'est-à-dire que les enfants ont moins de droits que les prisonniers qui auraient commis des crimes abominables. Ces enfants sont démunis et ont moins de droits qu'un prisonnier qui aurait commis des crimes abjects. Et c'est révoltant. C'est révoltant. Ok. Bon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si un jour vous avez une autre maman dans la même région qui est victime des mêmes personnes, du même environnement, des mêmes juges, des mêmes procureurs, des mêmes services sociaux, surtout, vous me prévenez parce qu'on pourrait faire une nouvelle émission pour prouver bien que c'est un système qui est en place. D'accord? Ok? Entendu. Très bien. On reste en contact, Patricia, bien entendu? Ok? Plaisir. Hein? Et moi, je vous remercie de ce témoignage qui pour moi est précieux parce que il ne fait que confirmer ce que beaucoup de mamans subissent dans d'autres départements, mais c'est strictement le même mécanisme. Voilà, c'est tout. Merci infiniment. Okay? Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Il n'y a pas de quoi, Patricia. C'est moi qui remercie et j'essaye d'aider toutes les mamans qui sont victimes du même système que le vôtre. Ok? Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.